mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers compatriotes. Il est 20 h à Calgary, c'est monsieur Richard Antoine Kapeta-Kazadi qui vous invite à la réflexion sur les grands problèmes d'actualité de notre pays. Comme je disais l'autre fois, tant qu'on nous tient à la gorge, tant qu'on étouffe notre dignité, tant qu'on confisque notre souveraineté, nous n'allons jamais arrêter de combattre. Aujourd'hui, la réflexion va tourner autour de 4 points. Premier point, c'est la diplomatie comme instrument de politique du président de la République. Et après, nous allons réfléchir sur la réunion de la MOUCA qui s'est tenue à Bruxelles. Nous réfléchirons aussi sur la levée des mesures de suspension qui frappaient le Sénat. Et enfin, nous allons parler de la visite en vue du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique. Premier point de notre réflexion, c'est à propos de la diplomatie qui est utilisée par le chef de l'État comme instrument de sa politique. On l'a vu. Aussitôt qu'il avait prêté serment, le chef de l'État s'est lancé diplomatiquement à la conquête des pays africains. Il a commencé avec l'Angola, après il est allé au Kenya, il a fait il a visité l'Éthiopie, il a été dernièrement, tout récemment au Rwanda. Mais il y a de quoi se poser la question, mais pourquoi les présidents donnent tant d'importance à la diplomatie? Effectivement, le président a compris quelque chose. Là où les Kalachnikov n'ont plus d'effet, n'ont pas réussi, c'est la diplomatie qui peut y réussir. C'est ce qu'il a compris. On connaît le problème, par exemple, qui nous a opposés au Rwanda. Le Rwanda est venu chez nous, les Rwandais nous ont tués. Certains me diront, mais M. Kapeta est en train de réveiller les démons, mais il n'est pas question de réveiller les démons. Nous voyons combien la France, l'Angleterre, ils font passer chaque jour des films de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas pour réveiller les démons, c'est pour que l'histoire apprenne aux gens à ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Donc le Rwanda nous a pillés, le Rwanda a fait énormément de choses chez nous, il a violé nos filles, il a violé nos femmes. Le Rwanda est tellement touché au sacré, aux prêtres, aux pasteurs. Vous vous rappellerez l'histoire de Monseigneur à Bukavu qui non seulement a été décapité, on lui a aussi même coupé le sexe. C'est des choses invraisemblables. Alors, c'est déjà un grand contentieux que le Congo a avec le Rwanda. C'est contentieux qui sera remis sur scène un jour, même par nos enfants ou nos arrière-petits-enfants. Ils le feront. Voilà, qu'à cela ne tienne. Quand je regarde par exemple comment nos compatriotes ont réagi à l'autorisation qui a été accordée à la compagnie d'aviation du Rwanda de venir faire les affaires chez nous, on comprend, les Congolais ont eu un choc par rapport à ce qui s'est passé entre nous et le Rwanda. Donc, le président de la République, qui est un homme de paix, il privilégie la diplomatie, parce que la diplomatie, en fait, c'est un instrument qui peut résoudre beaucoup de problèmes, là où l'armée n'a pas réussi. Mais c'est important de souligner que la diplomatie, pour qu'elle soit plus efficace encore davantage, il faudra qu'elle soit doublée de l'économie. Un pays qui a une économie forte, sa diplomatie est efficace. Non seulement l'économie peut venir à la rescousse de la diplomatie, mais aussi bien les forces armées. Donc nous avons besoin de bâtir une grande armée, une forte armée, qui va protéger, qui aura pour mission de protéger les 80 millions de Congolais, de veiller aussi à l'inviolabilité de nos frontières. Nous avons des frontières avec beaucoup de pays. Donc, le président de la République utilise aujourd'hui la diplomatie comme instrument de sa politique. Il n'est qu'aux 3 mois de fonction depuis son élection. On ne peut pas juger son action économique, mais l'économie devra être mise à profit pour qu'une diplomatie soit plus opérationnelle, aille à la conquête de beaucoup de choses. Ça, c'est extrêmement important. L'armée, le président de la République, avait dans son plan, dans son programme d'élection, il avait
rassuré qu'il devra mettre en place un programme qui consiste à mobiliser les jeunes finalistes des humanités, à passer 2 ans dans les services publics. C'est quelque chose de très important qui servira à ce pays à avoir une pépinière de jeunes forts, énergiques, qui viendront servir sous les drapeaux. Parce que tous ne quitteront pas après les 2 ans, il y en a qui vont être intéressés, qui vont tomber en amour avec le service militaire. Voilà, ça c'était le premier point de notre réflexion. Deuxième point de notre réflexion, c'est la levée de sanctions, la levée plutôt de la suspension qui frappait le Sénat, l'installation du Sénat, et le président a levé cette mesure. Il y en a qui spéculent comme ils veulent, c'est tout à fait normal, qui disent que le président a capitulé devant les pressions du FCC. Moi, je pense que ce n'est pas réellement ça. Le président n'a pas capitulé. On vous dit que les pressions ont été fortes, voilà le président qui lève les mesures, il n'a pas tenu à son programme de la lutte contre les antivaleurs. Il n'en est pas question. Mais qu'est-ce qui est arrivé au juste? Le président, après qu'il ait déclenché les mesures qu'il avait lancées, il a attendu les rapports, le pré-rapport des enquêtes. Ce pré-rapport lui a été remis par le procureur général de la République sur ce qui, la suite des événements, bien sûr que ça va venir, parce que ce genre, même s'ils sont installés, on ne peut pas bloquer un organe, l'empêcher de fonctionner parce qu'il y a des criminels qui devraient répondre de leurs actes. Non. Dès que le Sénat, même si le Sénat fonctionne, les gens qui seront reconnus coupables de la corruption, eh bien, on devra suspendre leur immunité, on devra leur enlever l'immunité et ils répondront absolument aux actes qui leur sont reprochés. Donc le président de la République n'a pas mis fin aux poursuites des criminels, des corruptions, mais par contre, au regard du rapport qu'il a reçu, les rapports sur les enquêtes qui ont déjà été amorcées, il devait absolument lever la mesure de suspension. Notre troisième réflexion, c'est autour de la réunion de la MOCA, qui s'est tenue du 21 au 23 à Bruxelles, et cette réunion, on l'a appelée la réunion de la conférence des leaders de la MOCA. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je pense, si vous permettrez cette espèce de contradiction d'idées, en fait, il y a eu beaucoup et en même temps très peu de choses qui ont été obtenues dans cette réunion. Beaucoup de choses, c'est l'enthousiasme qui a caractérisé les compatriotes qui étaient présents, les ovations qu'ils ont données aux leaders, mais très peu de choses dans le sens des attentes de l'opinion ont été annoncées à cette réunion de Bruxelles. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? En fait, on remarquera pour ceux qui ont suivi de très près cette réunion, cette conférence des leaders de la MOCA, on remarquera qu'il y a eu une certaine opinion qui n'était pas très satisfaite quand des décisions qui ont été prises, notamment en rapport avec la lutte pour la vérité des urnes. Je suivrai par exemple une certaine opinion qui pense que si la lutte pour le rétablissement de la vérité des urnes n'a pas été mentionnée avec force au cours de cette réunion, mais qu'est-ce qui va la remplacer demain? Quelle forme ça prendra demain? Donc cette lutte montre qu'il n'y a pas eu d'ambition ou manque de courage de la part des leaders de la MOCA pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à faire ce qu'ils avaient amorcé de faire. Donc c'est l'opinion qui a émergé, n'est-ce pas, dans cette réunion. Il y a eu aussi un problème où les gens pensent que la MOCA devrait définir clairement de quel côté il est. Est-ce que la MOCA est du côté du pouvoir ou bien dans l'opposition? Et là, plus ou moins, il y a eu une réponse très claire qui disait que la MOCA ne sera pas dans les institutions, la MOCA ne sera pas du côté du pouvoir. Donc, on le sait. Ce qui est très bien parce qu'en fait, quand les gens
ne sont pas avec le pouvoir, mais ils devraient lutter pour faire une opposition positive de façon à faire progresser le pays. Troisième point dans la réflexion, c'est le problème de la visite en vue du chef de l'État aux États-Unis. En fait, le chef de l'État est invité aux États-Unis. On parle, on a vu les officiels américains parler notamment des accords de partnership qui seront conclus aux États-Unis. Ici, c'est très important parce que c'est là où commencent les problèmes les plus sérieux. Tout pouvoir politique a besoin des alliés, en fait. On peut avoir des alliés de l'intérieur et aussi des alliés de l'extérieur. Mais le problème, c'est la manière dont les accords sont signés avec les alliés de l'extérieur. Cette visite du chef de l'État, qui va aboutir par des accords de partenariat avec les États-Unis, devra nous appeler à beaucoup plus de vigilance. Le chef de l'État, avec tout le peuple congolais derrière, ne devrait pas se laisser instrumentaliser par la haute finance internationale. On a vu beaucoup de pays qui ont complètement perdu leur souveraineté à partir de certains accords qui sont signés avec les grandes puissances. Mais ici, je voudrais dire que les grandes puissances n'appellent pas les gens à une table pour la recherche du partenariat, pour des raisons, la bonne raison de les appeler, de les inviter. Quand on invite aujourd'hui le Congo, c'est parce que le Congo a quelque chose à offrir. Le président ne va pas aux États-Unis de main vide. Le président va aux États-Unis avec une main gauche, avec notre cuivre, notre cobalt, notre uranium, une main droite avec notre colombastel, avec notre coltan, avec nos forêts qui sont très importants, qui sont les poumons de l'humanité après les Amazonies, et avec nos eaux, comme vous le savez bien, la prochaine guerre, ce sera une guerre pour les eaux, pour les disputes des eaux. Nous avons une grande ressource en eau potable, et tout le monde le sait, aujourd'hui par exemple, la source, le lac Tchad est en train de tarir, il faudra qu'il soit alimenté demain. D'où viendra les eaux? Donc nous avons les eaux comme une ressource importante dont tout le monde a besoin. Donc nous allons à cette grande rencontre pour signer les accords avec de choses très importantes, avec des acquis très importants à offrir à nos partenaires. Mais alors, c'est là qu'il arrive généralement que les gens se fassent confisquer leur souveraineté. Quand on signe des accords avec les grandes puissances, les pays les plus puissants de la planète, comme les États-Unis, généralement, ce sont des gens très astucieux. Ce sont des gens qui veulent tirer la couverture de leur côté, qui veulent tout obtenir. Nous n'allons pas nous laisser faire. Il faudra que le président de la République qui va dans ces négociations comprenne que le peuple congolais a tant souffert à cause de la confiscation de sa souveraineté. Nous n'avons pas besoin en fait que notre bonheur vienne des États-Unis. Notre bonheur, nous allons le construire nous-mêmes avec notre intelligence, avec ce que nous recevrons du prix, juste prix équitable qui viendrait, n'est-ce pas, de nos ressources. C'est pour cela que nous voudrions que les accords qui se tiendront, qui se feront demain, qui seront signés demain aux États-Unis, au nom du peuple congolais, soient des accords qui sont équitables et qui permettent au peuple congolais de se bâtir un avenir. En fait, nous savons que les Américains, ils feront ce qu'ils veulent, c'est pas cela qui nous intéresse, avec notre uranium, avec toutes les richesses, tous les minéraux qu'ils prendront de chez nous. Nous avons tout simplement besoin, et c'est à juste titre, nous avons besoin du juste prix qui sortira de nos minéraux, de tout ce que nous offrons, pour que nous puissions nous aussi bâtir notre bonheur. Notre bonheur, c'est nous-mêmes qui le bâtirons. Alors, nous serons très vigilants pour suivre tout ce qui se passe aux États-Unis et nous vous retrouverons peut-être à la fin de la semaine parce que les chefs de l'État, il semble que sa visite c'est du 4 au 5 ou du 3 au 5, eh bien, nous serons prêts à vous informer, à réfléchir avec vous sur ce qui sera décidé, qui sortira des accords
du partenariat qui sera signé entre le Congo et les États-Unis. Merci bien pour votre attention. Nous avons parlé, en fait, de la diplomatie comme instrument de la politique du chef de l'État. Nous avons parlé de la réunion de la MOCA en Belgique. Nous avons parlé de la levée des mesures de suspension du Sénat. Et enfin, nous avons parlé de la visite très bientôt du chef de l'État aux États-Unis pour signer les accords du partenariat avec la République démocratique du Congo. Merci et à la prochaine.